Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique. Petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Avertissement. Le présent podcast n'a pas de valeur encyclopédique. Il tient plus de l'essai et est conditionné par la perception que l'auteur a du sujet qu'il traite et par sa culture propre. Des historiens de la littérature pourront aussi juger qu'à embrasser de trop grandes périodes, l'auteur prend le risque de mal étreindre les faits historiques. J'en ai conscience qu'ils veulent bien m'en excuser. Je me soigne, néanmoins je persiste à partager cette petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Alors, bonne écoute, likez et partagez. Et si la science-fiction était plus qu'un divertissement ? Et si les auteurs de science-fiction, au prétexte de nous inviter à les accompagner dans leur vision d'avenir, nous parlaient en fait du présent, d'abord du leur, mais aussi du nôtre ? Et si on arrêtait de consommer la science-fiction comme on le fait d'objets non culturels jetables. Pour essayer de répondre à ces interrogations, commençons par nous tourner non pas vers l'avenir, comme on pourrait s'y attendre, mais vers le passé, vers les origines même de la science-fiction afin d'essayer de mieux comprendre ce qu'est cette expression artistique particulière. Déjà, il faut commencer par rappeler que la science-fiction fait partie de la grande famille des récits imaginaires, en notant bien que ceux-ci sont indissociables de la nature humaine. Les récits imaginaires sont nés il y a peut-être quelques dizaines de milliers d'années, peut-être 100 000 ans, voire un demi-million d'années. Plus encore, en fait, on n'en sait rien puisque de cette période il ne reste rien. En ces temps, tout était de l'ordre de la tradition orale. La seule corrélation qu'on pourrait s'autoriser, et on le sait, corrélation n'est pas causalité, est le fait qu'au cours de cette même longue période, l'humanité a aussi appris à maîtriser l'usage du feu, puis les techniques de sa production, sachant que plus les recherches avancent, plus le moment de cette maîtrise recule loin dans la préhistoire. Peut-être au-delà du million d'années pour la maîtrise de l'usage du feu, et au moins 400 000 ans pour celle de sa production. Ainsi, une fois le feu maîtrisé, les techniques de production renforçant cette maîtrise permirent au groupe humain préhistorique de s'affranchir de la lumière du jour, et donc d'allonger la durée de leurs activités au-delà du coucher du soleil. Indépendamment des avantages nutritionnels qu'apportent les aliments cuits, le feu permit aussi de renforcer le sentiment de sécurité et d'appartenance au groupe. Autour du feu, à la veillée, les individus absents au cours de la journée, peut-être sont-ils partis à la chasse, ou bien ont-ils cueilli des baies. Ces individus ont pu par exemple s'occuper des petits-enfants, permettant à ceux restés au camp de vaquer à d'autres occupations. Peut-être était-ce pour danser ou chanter, pour raconter les événements du jour écoulé et ceux à accomplir le lendemain. Ainsi, autour du feu, aux origines de ce qui allait devenir société humaine, le langage s'est structuré. Il a exprimé le passé, le futur, le conditionnel. Il est devenu emphatique, symbolique, abstrait, et là, le récit imaginaire est sûrement né. Dès les origines, l'enjeu du récit imaginaire, recréation du réel, a été de rester accessible au plus grand nombre, compréhensible par les humains assis autour du narrateur. Alors que lui, narrateur et créateur, pouvait avoir envie de partager ses propres règles. Le récit devait demeurer en accord avec les règles et les traditions partagées par les membres d'une même tribu. La société dont le narrateur était artiste, sa narration devenant part de la culture qui lui avait donné naissance.
Finalement, il va falloir attendre l'invention de l'écriture pour que nous parviennent les traces de ces récits imaginaires très anciens. Ainsi, le plus vieux récit à nous être parvenu est vieux de 4500 ans. Il se nomme l'épopée de Gilgamesh, le grand homme ou le roi qui ne voulait pas mourir. Il ouvre le bal d'une succession de récits qui, du fond de l'Antiquité, vont nous mener jusqu'à l'époque moderne. La redécouverte de ce récit mérite un aparté. Nous connaissons l'intégralité de ce texte grâce à une coïncidence telle que les sciences savent nous en offrir. Imaginez, nous sommes en 1850, à Mossoul, en Irak, sur les ruines de Ninive. Là, lors de fouilles, les archéologues Austen Henry Layard et Hormuz de Rassam découvrent des tablettes d'argile couvertes de signes cunéiformes. Si leur traduction révèle pour la plupart d'entre elles des livres de contes, d'autres, une douzaine, semblent rapporter autre chose. En effet, ce texte, une fois traduit, révèle l'histoire de Gilgamesh. Ce texte, qui date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, devient ainsi la plus ancienne version connue de ce récit millénaire. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'épopée de Gilgamesh, c'est que, à l'analyse, ce récit s'avère être l'archétype des récits imaginaires et des grandes épopées qui vont égrener l'histoire de l'Antiquité. Au travers de ce récit de voyage, l'humanité s'interroge sur le sens de la vie et celui de la mort, sur la nécessité de l'amitié, sur la finalité de la connaissance, et bien d'autres choses encore. Après Gilgamesh, et en ne regardant que du côté des cultures occidentales, vont s'enchaîner les mythologies mésopotamiennes, égyptiennes, grecques et romaines, ainsi que les traditions hébraïques puis chrétiennes. Toutes perpétueront la tradition des grands récits qui éclairent la nature et la psyché humaine. Toutes conserveront en elles, consciemment ou non, les traces de l'épopée de Gilgamesh. À la fin de l'Antiquité, sur le chemin de notre modernité, on entre dans le Moyen-Âge. Celui-ci nous offre, entre autres, les nombreux récits de l'épopée arthurienne, une forme d'influence chrétienne sur les mythes celtes. Point commun à tous ces récits, c'est leur dimension mythologique. Ils nous racontent les relations entre l'humain et le divin, entre le spirituel et le matériel, le tout matiné de magie. La magie étant l'application d'une économie humaine au monde spirituel. Si je pratique tel rituel, si je prononce tel mot et fais tel geste, je suis donc en droit de recevoir tel retour du monde spirituel. Également issu du Moyen-Âge, on pourrait aussi parler du mythe du golem. De tradition juive, ce récit imaginaire est lui aussi issu d'une tradition orale avant d'être figé par écrit au XIVe siècle. Bien avant le roman Le Golem de Gustave Meyrink, publié en 1915, cette histoire raconte comment le rabbin Louis, à Prague, va chercher le moyen de protéger sa communauté des violences dont elle est victime. Pour cela, il crée un être anthropomorphe fait d'argile. Il l'active et le contrôle par des principes qui pourraient commencer à se rapprocher de ce qui pourrait être utilisé dans un récit de science-fiction moderne. D'une part, il y a l'énergie qui active le golem. Elle vient d'un parchemin roulé et posé dans la bouche de la créature. Sur ce parchemin étaient écrits les 4 consonnes qui forment le tétragramme, le nom sacré de Dieu qui, dans la tradition juive, ne doit pas être prononcé. Le système de contrôle de la créature, lui, se fait par l'usage de mots tracés sur le front de la créature. Le premier, Emet, en hébreu signifie vérité. Il active la créature. Pour l'éteindre, il suffit d'effacer l'aleph, la première lettre du mot Emet. Ainsi, le mot devient Met, c'est-à-dire mort. C'est dans ce fonctionnement relativement simple, quasi binaire, que l'on commence à se rapprocher de la science-fiction moderne. Une source d'énergie, un système d'activation-désactivation de la créature proche du on-off. Mais on n'est pas encore dans la science-fiction. En effet,
l'énergie qui anime la créature reste bien évidemment d'origine divine. Un autre type de récit imaginaire peut nous intéresser. Il ne s'agit pas encore de science-fiction et ce n'est plus de la mythologie. Je parle ici de la fable philosophique. La plus connue d'entre elles est Utopia de Thomas More, publiée en 1516. De ce récit naîtra le mot utopie que nous connaissons tous. L'étymologie du titre de l'œuvre de Thomas More vient du grec bon, et topos, le lieu, tout un programme. Toujours dans la veine de la fable philosophique, avant More, on pourrait citer les œuvres de Lucien de Samosate au IIe siècle après Jésus-Christ. Après More, ce seront Francis Godwin, Savinien Cyrano de Bergerac, Jonathan Swift et Margaret Cavendish. Autrice en 1666 de The Blazing World, Le Monde Flamboyant, elle est parfois considérée comme la première femme autrice de science-fiction, bien que de mon point de vue, cette dernière ne naîtra vraiment que 150 ans plus tard, au début du XIXe siècle. En attendant, au siècle suivant, le XVIIIe, les philosophes des Lumières, dont Voltaire, vont s'emparer de la fable philosophique pour diffuser leurs idées nouvelles. Ils ont bien compris la puissance d'évocation que contient le récit imaginaire. Nous baladant dans l'histoire de l'humanité, nous arrivons enfin en 1816, sur les rives du lac Léman en Suisse. Là, une jeune femme subit le machisme de son mari, le poète William Shelley, et de Lord Byron, l'hôte chez qui les jeunes mariés résident. De manière grossière, les deux messieurs mettent la jeune femme au défi de produire une œuvre digne de ce nom. Marie ne se laisse pas démonter. Elle relève le défi et écrit un roman dont on connaît tous au moins le titre. Il s'agit de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Il tient une place particulière dans la culture populaire, notamment au travers de multiples adaptations cinématographiques ou en bande dessinée. Afin de bien expliquer pourquoi avec ce récit nous sommes entrés dans la science-fiction moderne, je vais devoir légèrement spoiler l'histoire. Donc, au début du roman, le bon docteur Frankenstein se met en tête de créer un être artificiel. Alors, dans les cimetières, il collecte des morceaux de corps humains. Ses membres et ses organes, il les assemble dans son laboratoire. Son œuvre achevée, il veut activer sa créature. Il se sert alors de la source d'énergie la plus puissante qu'il ait à sa disposition à son époque. Il s'agit bien évidemment de l'électricité sous la forme de la foudre. Voilà pourquoi nous sommes entrés en science-fiction. On a remplacé les principes magiques par les principes scientifiques. On parle de biologie et de médecine, on parle de physique et d'électricité. D'autant plus qu'à cette époque, on savait que l'électricité jouait un rôle dans les mécanismes de la vie, dans le contrôle des organes. 20 ans auparavant, le chercheur italien Galvani n'avait-il pas réussi à faire bouger des cuisses de grenouilles mortes en les stimulant avec du courant électrique ? En plus de son imagination débridée, Mary Shelley a aussi le génie d'interroger son époque. Son époque qui fait suite au siècle des Lumières. C'est celle de l'émergence de la révolution industrielle, stimulée par les sciences modernes qui, elles, sont nées sous les tutelles de génies tels que Galilée ou Newton. Cette émergence, Mary Shelley le sent bien, va bouleverser le quotidien des individus et des organisations humaines. Elle pressent des interrogations, des mutations, des limites. Les sciences semblant offrir à l'humain la capacité de création, elle le renvoie à sa responsabilité de créateur au travers des interrogations de la créature du docteur Frankenstein. Qui suis-je ? Que suis-je ? C'est bien dans cela que réside tout l'intérêt de la science-fiction moderne. À la suite de l'auteur, inciter le lecteur à se poser des questions sur le monde dans lequel il vit. C'est bien dans cela que réside toute la valeur du roman de Mary Shelley. Après plus de 2 siècles, il continue à nous interroger,
quand l'humanité pourrait être sur le point de devenir effectivement créatrice. Ce sera le jour où l'IA sera reconnue comme intelligence générale, consciente d'elle-même et de l'humanité, et donc devenue personne artificielle. À la suite de Mary Shelley, tout au long du XIXe siècle, de nombreux auteurs vont se saisir de son intuition. Interroger le présent au prétexte d'un récit imaginaire. On pourrait parler de Jules Verne, l'enthousiaste. On va dire qu'il écrit des utopies. À chacun de retourner dans sa bibliothèque pour se replonger dans ses œuvres et dans ses intuitions. De l'autre côté de la Manche, on peut aussi évoquer le Britannique H.G. Wells. Plus pessimiste que Verne, on va dire qu'il écrit des dystopies. Vous connaissez tous au moins une œuvre de H.G. Wells, c'est La Guerre des mondes, adaptée il y a quelques années au cinéma par Steven Spielberg avec Tom Cruise. On pourrait également évoquer L'île du docteur Moreau qui, comme le docteur Frankenstein de Mary Shelley, pose des questions éthiques liées cette fois à la génétique et à l'hybridation interespèces. Il faut préciser ici que l'ADN ne sera découvert qu'une soixantaine d'années après la rédaction de ce roman. La liste des auteurs de récits imaginaires du XIXe siècle et de leurs œuvres marquantes pourrait continuer à être allongée, mais ce serait fastidieux. Je vous invite à vous tourner vers Internet, vous y trouverez pléthore de ce genre de liste. À la fin du XIXe siècle, en Europe, la révolution industrielle et ses acquis pour l'humanité ne vont pas cesser d'être mis en scène dans les expositions universelles. Elles vont s'enchaîner, prises dans un enthousiasme technocentré. Cependant, dès le début du XXIe siècle, certains auteurs vont commencer à interroger cet enthousiasme. On pourrait parler de Howard Phillips Lovecraft qui va réactiver la mythologie, elle qui avait été mise un petit peu de côté. Quand il convoque les grands anciens, Cthulhu et Yog-Sothoth et les autres, sont-ils des dieux ou bien sont-ils des extraterrestres ? Le narrateur des histoires que nous propose Lovecraft est-il vraiment témoin de ce qu'il raconte ou est-il complètement fou ? Parce que dans les œuvres de Lovecraft, tout n'est pas montré, décrit. Le lecteur a la responsabilité de se faire sa propre opinion. Toujours dans un inventaire de l'héritage du XIXe siècle, mais dans une autre veine narrative, Jack London, que l'on connaît plutôt pour ses œuvres d'aventure dans le Grand Nord ou d'autres maritimes, va nous proposer une réflexion sociale. Dans un roman écrit en 1908, il prête ses mots à un journaliste du XXVIIe siècle qui enquête sur une révolution sociale qui a bouleversé les États-Unis entre 1912 et 1932. L'anticipation sociale mérite une petite pause. À l'avenir, telle qu'elle est initiée ici, la science-fiction appliquée à des thèmes sociaux va produire des œuvres parmi les plus fortes, on y reviendra. Les dates évoquées par London dans son roman nous permettent aussi d'en arriver à la Première Guerre mondiale. Elle sonne comme la fin de l'enfance de la science-fiction. On approche aussi du moment où le récit imaginaire va prendre son nom de science-fiction. La période de l'entre-deux-guerres va être le témoin de la mise en place de principes qui vont servir au futur épanouissement, à la maturité du récit de science-fiction. Pour évoquer ces principes, je vais citer ici quelques œuvres, en commençant par Roar, la pièce de théâtre du Tchèque Karel Čapek, écrite en 1921. Rossum's Universal Robots raconte l'émergence à la conscience de machines anthropomorphes. Pour nommer ces machines, l'auteur invente le mot « robot » à partir d'un vieux mot slave, « rob » qui veut dire « esclave ». Aujourd'hui, le mot « robot » fait partie de notre vocabulaire. On ne l'interroge plus, il a été vulgarisé par des auteurs dont le génial Isaac Asimov. Mais il faut bien se mettre dans la perspective de sa création. Le mot « robot » a été conçu pour désigner un esclave de la modernité. Ce premier exemple nous permet d'énoncer un premier principe de la science-fiction. Établir ou désigner un ou des concepts puissants et évocateurs. Ils sont aussi, on le comprend bien, des licences créatives que s'accorde l'auteur pour développer toute son histoire. Autre œuvre, le film Metropolis.
En 1927, c'est le premier blockbuster du cinéma de science-fiction. Dans ce film, Fritz Lang, son réalisateur, nous propose des visions hallucinées d'une ville tentaculaire. Il met en forme une gynoïde, un robot d'apparence féminine, de manière réaliste. À ce propos, il n'est pas interdit de voir dans ce gynoïde l'inspiration de C-3PO, C-3PO, le robot protocolaire rendu célèbre grâce à la saga Star Wars de George Lucas. Une chose est sûre, dans son film, Fritz Lang transcende les effets spéciaux imaginés par Georges Méliès quelques 20 ou 30 ans auparavant. Ainsi, de Metropolis, on peut extraire un deuxième principe pour la science-fiction. La maîtrise de la figuration, de la mise en forme des concepts à l'origine de la narration. Avec Metropolis, on est dans le visuel, bien sûr. Cela n'empêche pas de maîtriser la figuration narrative à l'écrit, les nombreux romans de science-fiction sont là pour nous en convaincre. L'année 1936 nous amène à évoquer l'adaptation radiophonique de La Guerre des mondes de H.G. Wells par le metteur en scène américain Orson Welles. La légende veut qu'à la diffusion de cette œuvre aux États-Unis, les auditeurs de la côte Est aient été pris de panique, croyant que, effectivement, leur pays était envahi par des extraterrestres. L'histoire va ramener l'anecdote au statut plus modeste de légende urbaine. Mais peu importe, même la légende urbaine nous dit que le récit, bien mis en scène, quand le déroulement de l'intrigue est maîtrisé, permet de libérer toute la puissance évocatrice du récit imaginaire qui s'appuie sur des concepts forts et une figuration captivante. Concept, mise en forme, mise en scène, le tout maîtrisé. Voilà 3 principes que l'on peut garder en tête au cours de notre exploration de l'histoire de la science-fiction. Reste à évoquer une dernière chose qui a eu lieu durant cette période de l'entre-deux-guerres. Il s'agit bien évidemment de la création du mot de science-fiction. Il a été inventé dans les années 30 aux États-Unis. Il est indissociable de la culture des pulp fiction. Les pulp fiction, ce sont des publications à très bas coût que les gens achetaient en cette période de crise. Ils proposaient tout un ensemble de récits et de nouvelles, inspirés de ce que la science pouvait nous offrir de merveilleux. Des planètes lointaines, des extraterrestres avec toutes les formes possibles et imaginables. Cependant, quand le mot de science-fiction est arrivé en Europe, et plus particulièrement en France, il a été mal perçu, à la suite de quoi la science-fiction a été considérée comme une sous-culture ostracisée, et cela dura en France pendant 50 ans. Il y a plusieurs raisons à ce rejet. La principale, c'est que quand le mot est arrivé en France, on l'a compris comme science-fictionnel, en oubliant qu'en anglais, l'adjectif précède le déterminant. Pour un anglophone, science-fiction veut dire des récits, fiction, à base de science, et non des récits de science fictionnelle, comme il a été trop rapidement interprété. C'est pas grand-chose, mais ça change tout. Une autre raison peut expliquer pourquoi, juste après la Seconde Guerre mondiale, la science-fiction a été aussi mal aimée en France. Il s'agit du fait que les textes qui provenaient des États-Unis souffraient de défauts de traduction à leur arrivée sur le marché français. Ainsi, pour le lecteur français quelque peu averti en matière de littérature, lire des textes de science-fiction américaine représentait une véritable épreuve. À ma connaissance, il n'y a que Boris Vian qui, en 1953 et en 1957, se soit prêté au jeu de la traduction de textes de science-fiction américains vers le français. Il s'agissait des 2 premiers romans du cycle du nom A de Van Vogt. Il peut exister une 3e raison du désamour entre la France et la science-fiction. Elle est un peu plus hypothétique. Historiquement, la science-fiction est née en France, ou tout du moins en Europe, on l'a bien vu, avec les œuvres de Jules Verne et de H.G. Wells, de René Henné et de Flammarion, et de bien d'autres encore. Après la Seconde Guerre mondiale, peut-être que le marché s'est-il drapé dans sa dignité froissée et a regardé avec dédain ce produit d'outre-Atlantique qui semblait avoir perdu sa filiation européenne. Ces différentes raisons, peut-être en existe-t-il d'autres, ont fait que pendant un demi-siècle en France, la culture de science-fiction a été déconsidérée. Pourtant, durant cette même période, du côté anglo-saxon, mais pas que, un très grand nombre d'œuvres vont être produites par des artistes tout aussi extraordinaires les uns que les autres. Cette même période est une période d'agitation dans bien des domaines. C'est peut-être une des raisons de la profusion d'œuvres de science-fiction issues de cette époque. Nous sommes donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
En août 1945, les États-Unis d'Amérique font usage de 2 bombes atomiques contre le Japon pour en précipiter la capitulation. Cette même année, en février, à Yalta, le monde avait été divisé en 2 blocs, l'un à l'est de l'Allemagne, l'autre à l'ouest. Très rapidement, c'est communisme contre libéralisme. Ces 2 blocs vont s'opposer jusqu'en 1989, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Durant ce demi-siècle, l'humanité va vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de son destin. Le risque d'une 3e guerre mondiale qui, cette fois, tout le monde semble en être convaincu, serait nucléaire. En plus des terribles effets secondaires dus aux radiations, cette terrible éventualité condamnerait l'humanité à subir un hiver nucléaire appelé à durer des décennies. Durant cette période, cette angoisse a été matérialisée par l'horloge de l'Apocalypse, sur laquelle minuit indique la fin du monde. Depuis 1947, année de création de ce concept, les aiguilles de cette horloge sont déplacées en fonction des tensions à l'échelle de la planète. Au cours des 7 dernières décennies, à compter de notre présent actuel, l'heure à l'horloge de l'Apocalypse n'a cessé d'osciller entre 23h43 et 23h58. Ces tensions n'ont pas produit que des effets délétères. Quelque part, elles ont présidé à la naissance d'œuvres de science-fiction qui sont la figuration de ces tensions, de manière plus ou moins explicite, dans des formes plus ou moins caricaturales. On peut penser au roman 1984 de George Orwell, écrit en 1948. Il décrit un monde qui sombre dans le totalitarisme après une 3e guerre mondiale, nucléaire, qui aurait eu lieu dans les années 50. Vient ensuite Godzilla, le monstre mutant nucléaire japonais, conçu en 1954 et surtout issu du traumatisme conséquence des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Quant à la série Les Envahisseurs, The Invaders, 1967, elle peut être interprétée comme une figuration de la peur américaine du communisme. Dans cette série filmée en noir et blanc, les envahisseurs ne se désintègrent-ils pas en rouge ? Au cœur de ce pessimisme ambiant, la science-fiction n'en reste pas moins inspirée par des avancées technologiques qui s'enchaînent et par les espoirs qu'elles suscitent. Le transistor est mis au point en 1947 par les Américains John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain, chercheurs des laboratoires Bell. Le transistor ouvre la voie à la forme moderne de l'informatique. L'acide désoxyribonucléique, ADN, est mis en évidence par Rosalind Franklin en 1953. L'histoire retiendra aussi que cette dernière s'est fait voler sa découverte par d'autres chercheurs peu scrupuleux. Rosalind fait partie des femmes scientifiques anonymisées par un milieu de la recherche à l'époque majoritairement masculin. En tout cas, aux yeux des humains, avec l'ADN, la vie se révèle tel un livre à décoder et à modifier. En 1957, l'humanité lève les yeux vers le ciel à l'écoute du passage du minuscule Spoutnik soviétique. Et c'est l'appel de l'espace qui se répand sur l'ensemble de la planète. À partir de ces innovations et sûrement de bien d'autres encore, la robotique, liée à l'informatique, la génétique et l'espace offrent de nouveaux domaines d'imagination et de spéculation aux auteurs. Et la science-fiction se diversifie en sous-genres. Entre space opéra, anticipation, hard science, cyberpunk, heroic fantasy, dystopie, voyage dans le temps, uchronie, chacun de ces genres proposant une facette différente du récit imaginaire de science-fiction entre grands espaces, interplanétaires et interstellaires, et grandes aventures, projections folles des avenirs de l'humanité ou récits sous la lame implacable des sciences dures, excursion sur les frontières floues qui séparent réel et virtuel, incursion de la magie dans le réel, récit du meilleur du pire de l'avenir de l'humanité, voyage temporel et leur lot de paradoxes, et réécriture spéculative de l'histoire telle que nous la connaissons. Un exemple de cette ivresse créatrice ? Prenez 2001 l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick. En 1968, Arthur C. Clarke, scénariste du film de Kubrick,
en écrit le roman simultanément à la production du film. Les thèmes abordés dans le film comme dans le roman et la démarche même de cette création conjointe sont le parfait exemple des enthousiasmes et des grandes questions que peut porter la science-fiction sur son époque. Au-delà de la peur, quels horizons s'offrent à l'humanité? Et puis, l'espace est-il une frontière à traverser, un territoire à conquérir? Sommes-nous seuls dans l'univers? Et si nous ne le sommes pas, quelle compréhension pouvons-nous avoir de cette altérité extraterrestre? Un autre exemple avec un des auteurs phares de cette période qui suit la Seconde Guerre mondiale, qu'on a appelé l'âge d'or de la science-fiction, Isaac Asimov. Il semble s'éloigner des dystopies contemporaines de son époque. Le risque nucléaire n'est pas au centre de son œuvre, bien que revêtant divers rôles aux conséquences étonnantes. Il écrit une histoire de l'avenir de l'humanité répartie en 3 grandes périodes. Celles-ci sont liées à des personnages forts, que sont le docteur Susan Calvin, la première robopsychologue, l'inspecteur de police Elijah Bailey et le psychohistorien Harry Seldon. Bien que chacun de ces personnages soit séparé de plusieurs milliers d'années, il existe un fil rouge qui relie toutes ces époques, ce sont les lois de la robotique. À bien y regarder, Asimov s'inscrit pourtant bien dans son époque, à moins que ce ne soit la nôtre. La particularité d'Asimov est d'avoir pressenti d'autres enjeux que ceux immédiats qui pouvaient inquiéter ses contemporains. Il a pressenti ceux de la robotique, ce qu'aujourd'hui on appelle l'intelligence artificielle et qui, de fait, nous interroge. On pourrait également citer La guerre éternelle de Joe Haldeman, qui se sert du récit de science-fiction, la transposition d'une problématique contemporaine dans un espace narratif spéculatif, pour traiter d'un traumatisme bien américain, celui du retour au pays des jeunes gens qui ont participé à la guerre du Vietnam. Haldeman aurait pu écrire un énième Deer Hunter, Full Metal Jacket ou Rambo. Il fait mieux, bien mieux même. En astrophysicien qu'il est, il transpose ses blessures d'anciens combattants dans un avenir proche dans lequel les forces indépendantistes du Vietnam sont remplacées par des extraterrestres que l'humanité affronte sans trop jamais les voir. Et sous le couperet implacable des sciences, l'histoire se développe. Les soldats sont conditionnés pour être plus efficaces contre cet adversaire invisible. Ils sont dotés de combinaisons spatiales qui, pour ne pas perdre un blessé, l'amputent quand l'intégrité de l'armure n'est plus assurée. Les combats aériens sont remplacés par des combats spatiaux dans lesquels les ordinateurs prennent les commandes. Les accélérations sont telles que les humains sont plongés inconscients dans des caissons hyperbares. Et entre chaque mission, les conscrits de retour vers la Terre se trouvent projetés dans l'avenir à cause des décalages temporels dus à leur voyage relativiste. Une belle manière d'évoquer les décalages que les jeunes Américains ont ressentis en revenant du Vietnam. C'est ainsi que la dystopie semble étendre son règne sur l'ensemble des productions de science-fiction. En plus de la peur provoquée par la guerre du Golfe et tous les conflits qui en ont découlé, Vietnam, Afghanistan, guerre du Golfe, une autre raison de n'envisager principalement que le pire dans l'avenir de l'humanité s'impose au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Enfin, pourrait-on dire. Il s'agit des risques que les activités humaines font peser sur l'environnement planétaire, que l'on parle de climat ou de biodiversité. Historiquement, et c'est à noter, la question de l'impact de l'humanité sur son environnement a été évoquée dès 1896. Dans un article paru dans le Philosophical Magazine and Journal of Science, le Suédois Svante Arrhenius, futur prix Nobel de chimie en 1903, alertait ses contemporains des risques de dérèglement climatique à long terme dus aux grandes émissions de CO2. Il existe sûrement d'autres évocations précoces des risques climatiques liés aux activités humaines. J'apprécie celle-ci tout particulièrement du fait du domaine de recherche de son auteur, les sciences physiques. Cependant, le grand public ne commencera vraiment à entendre parler de ces sujets qu'à partir de 1972, année de la publication du rapport Meadows du Club de Rome. Ce rapport est le premier document à portée mondiale qui évoque clairement les dangers que représente pour l'environnement et donc pour l'humanité
la croissance économique mondiale dans un espace clos, la Terre. Le Club de Rome s'est constitué en 1968. Peu avant, des auteurs de science-fiction s'étaient emparés aussi des questions environnementales, ne faisant que croître la cohorte des œuvres n'envisageant pour l'humanité que le pire, d'où la profusion d'œuvres dystopiques. On peut ainsi citer Soleil vert, écrit en 1966 par Harry Harrison. Il décrit une humanité qui a épuisé les ressources de la Terre et qui fait face à des famines globales. Le roman sera adapté au cinéma en 1973 sous le même titre par Richard Fleischer. Il suit d'un an Silent Running de Douglas Trumbull, 1972, qui traite de la même problématique, nourrir l'humanité mais cette fois d'un point de vue spatial. Un autre roman doit être ici cité, car à lui seul, dès 1966, il rassemble et interroge nombre d'enjeux auxquels, aujourd'hui encore, l'humanité doit trouver des réponses. Il s'agit de « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de Philip K. Dick. Dans ce récit, à Los Angeles, en 2019, on découvre un monde post-industriel et hyper-urbanisé, enjeu numéro 1. Plongé dans une nuit pluvieuse et poisseuse plus ou moins permanente, tant le climat est déréglé, enjeu numéro 2. Un monde dans lequel les formes de vie sauvage ont disparu, enjeu numéro 3, et sont remplacés par des êtres vivants issus de la biologie de synthèse, enjeu numéro 4. C'est ainsi que désormais le vivant appartient à l'industriel qui en aura écrit le code génétique, enjeu numéro 5. Pour s'échapper à cet effondrement global, il ne reste qu'une issue à l'humanité, les colonies spatiales. Mais à quel coût? Enjeu numéro 6. Sachant que l'émigration spatiale n'est ouverte qu'aux humains exempts de toute tare génétique. Et là, on glisse vers une forme d'eugénisme. Enjeu numéro 7. Il faut aussi rappeler que cette colonisation spatiale est rendue possible par l'usage intensif des réplicants, des êtres humains issus eux aussi de la biologie de synthèse. Ces réplicants sont des êtres biologiques conscients, mais la reconnaissance de leur humanité leur est refusée du fait de leur conception et fabrication industrielle, enjeu numéro 8. Liste d'enjeux non exhaustive qui date, rappelons-le, de 1966. À peine 13 ans après la découverte de l'ADN. 5 petites années après la première orbite de Gagarine autour de la Terre à bord du vaisseau Vostok 1. Et donc 6 ans avant le rapport Meadows. Avec Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui donnera lieu en 1982 à une adaptation cinématographique devenue un classique des films de science-fiction, Blade Runner de Ridley Scott, on aborde une dimension du genre science-fiction qui dépasse de loin le simple divertissement pour éternels adolescents, dimension dans laquelle cependant le genre reste confiné. Ce nouveau rôle institue l'auteur de science-fiction en qualité d'artiste à part entière dans sa fonction de sismographe de la société, de la culture, de la civilisation dont il est issu. L'écrivain, le dessinateur ou le cinéaste, dans son urgence créatrice, parfois autodestructrice, amène à la connaissance de tous ce que sa sensibilité lui impose. Ces histoires permettent de mettre des mots ou des images sur des enjeux à venir et leurs conséquences à peine perceptibles ou envisageables depuis le présent. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde s'était engouffré dans l'urgence de la reconstruction, et depuis ne cesse de découvrir les jouissances de la société de consommation. Un monde moderne qui n'envisage l'avenir qu'à l'aune des échéances et des rythmes électoraux, autant dire un avenir à courte distance. De leur côté, les artistes, eux, sans concession, se prêtent au jeu du « et si, alors ». De plus, eux, tirent les ficelles de la spéculation jusqu'au bout de leurs propres angoisses, de leurs propres folies, plus ou moins entretenues pour certains par la consommation de psychotropes qui font leur apparition dans les milieux artistiques au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Parce que le monde occidental, principal fossoyeur du climat et de l'environnement, ne veut rien changer de ses modes de production et de consommation ou même de gouvernance, la science-fiction va s'enfermer dans cette vision dystopique de l'avenir de l'humanité.
Cet aspect pessimiste sera longtemps reproché à la science-fiction et à ses auteurs dont on fait des Cassandres modernes. Mais peut-on vraiment leur en vouloir ? Leur rôle d'artiste n'implique-t-il pas d'être honnête dans leur production ? En tout cas, la science-fiction est promise à un brillant avenir au sens propre de la métaphore. Elle est appelée à éclairer les temps à venir. Avec la révolution industrielle, dont à de nombreuses reprises il a été ici question, l'art en général est sorti de l'économie de la culture de la commande. L'artiste, quitte à être maudit, y a acquis son indépendance, laissons-le être avare de cette liberté. Surtout qu'il sait être aussi léger. J.R.R. Tolkien, un des grands maîtres de l'heroic fantasy, ne serait-ce qu'avec Le Seigneur des Anneaux en 1954, n'a-t-il pas d'abord écrit pour la plus grande joie de ses propres enfants ? Et George Lucas, quel trait de génie ou de folie lui a-t-il fallu pour écrire, produire et réaliser Star Wars, ce remake des épopées arthuriennes qui visuellement s'inspire, voire s'abreuve à de nombreuses sources. D'ailleurs, certains puristes de la science-fiction s'interrogent de la place à donner à Star Wars dans les sous-branches de la science-fiction. Ce cycle appartient-il vraiment au space opéra, à moins que ce ne soit plutôt de l'heroic fantasy tant la place de la Force est importante dans la construction des récits de cet univers qui ne cesse de s'étendre. Avec le nouveau millénaire, le statut de la science-fiction change. La culture dite populaire est de moins en moins dénigrée, il était temps, plus de 5 décennies après les productions pop art, d'artistes tels que Roy Lichtenstein ou Andy Warhol. La science-fiction bénéficie de ce nouvel état d'esprit, tant mieux. C'est ainsi qu'elle percole dans toutes les strates de la création et des médias. Née dans les romans, elle fait des incursions dans le théâtre, a conquis le cinéma et a parfaitement su tirer avantage des médias non linéaires, asynchrones, que sont les jeux vidéo. Elle a surtout été rattrapée par la réalité. Nombre de ses sujets de prédilection, tels qu'ils ont été effleurés dans les différents épisodes de ce podcast, font désormais partie du quotidien des femmes et des hommes du XXIe siècle. Enjeux climatiques, urbains, industriels, enjeux technologiques et de biodiversité, enjeux de radicalisation politique et sociale. Par ailleurs, beaucoup d'autres thèmes qui semblaient appartenir à des temps lointains se présentent désormais au seuil du présent. Il s'agit de l'intelligence artificielle, en précisant bien que l'IA générative étroite, telle que le monde aujourd'hui la pratique, reste loin de toute forme d'intelligence généraliste. Néanmoins, cette IA qui provoque autant de fascination que d'effroi va rapidement avoir des implications ne serait-ce que dans le monde du travail. Toujours dans la veine des thèmes qui semblaient lointains, la robotique est en embuscade des brèches ouvertes par l'IA. Un des enjeux de la robotique tournera autour de la question de la capacité ou du refus de l'empathie des humains à l'égard d'un être artificiel. Cette réponse aura des impacts sur la future place des robots dans les sociétés humaines de demain. Du côté de la médecine, le génie génétique pourrait bien faire muter cette dernière du soin curatif vers d'autres activités plutôt de confort. La découverte des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 porte autant d'espoir pour les malades pour lesquels la médecine n'avait pas de soins efficaces que de risques de dérive. On parle ici d'eugénisme, de chimère ou de marchandisation du corps humain. On pourrait aussi évoquer les nouveaux horizons de l'exploration et de l'exploitation des domaines spatiaux initiés par de nouveaux entrants dans une industrie qui a longtemps été régalienne. Peu importe que les entrepreneurs milliardaires du New Space, Elon Musk et Jeff Bezos en tête de liste, soient fous ou visionnaires. Ils jouent les agitateurs. Ils ont les moyens de leurs ambitions sur leurs fonds propres et avec d'autres alimentés par les commandes du gouvernement américain. Personnellement, Elon Musk me fait penser au Mulet, un des personnages de la saga Fondation d'Isaac Asimov. Il est révélé à la fin du roman Fondation et Empire et est le principal antagoniste des fondateurs d'Harry Seldon dans Seconde Fondation. Conquérant de la galaxie, il est surtout perturbateur de l'ordre prévu, calculé. Donc, tout s'accélère.
On pourrait aussi aborder les thèmes et les enjeux écologiques qui ont tant de mal à s'imposer comme indispensables fertilisants pour toutes les politiques territoriales ou globales. Dans le même mouvement, réel celui-là, l'écologie se découvre un étonnant allié dans la collapsologie, ce courant de pensée qui, lui, étudie les risques d'effondrement civilisationnel à l'échelle de l'humanité et qui produit des œuvres étonnantes de noirceur et de créativité, comme par exemple La route de Cormac McCarthy qui date de 2006. Face à l'urgence, que représentent les enjeux climatiques et face à l'inertie des sociétés humaines modernes désormais planétaires, cette même écologie se met aussi à produire des concepts dignes des œuvres de science-fiction les plus ambitieuses. C'est par exemple l'hypothèse Gaïa, conçue en 1970 par James Lovelock, qui invite l'humanité à concevoir la planète Terre, tous les biotopes qu'elle contient et toutes les formes de vie qui s'y épanouissent comme un unique et vaste super-organisme. Le choix du nom Gaïa n'est pas neutre ou anodin. Appartenant au panthéon grec, Gaïa évoque la déesse mère primordiale. C'est ainsi que l'hypothèse Gaïa injecte des réminiscences de panthéisme dans des sociétés occidentales qui pourtant se revendiquent athées. À propos de mythologie, la science-fiction n'est pas en reste. On note ainsi un retour en force de ces mythologies qui prennent de nouvelles formes. Iron Man ne serait-il pas un nouvel avatar du dieu Mars latin ou l'Arès grec ? Et les zombies ne seraient-ils pas une expression moderne de la dualité Eros-Thanatos ? C'est ainsi que la science-fiction continue son œuvre de créativité. Comme Janus, le dieu romain, elle présente un visage tourné vers le passé et un autre vers l'avenir. Le visage tourné vers le passé invite le présent à se plonger dans un corpus d'œuvres de science-fiction qui s'étend désormais sur plus de 2 siècles à partir de 1816, si on prend Frankenstein ou le Prométhée moderne, le roman de Mary Shelley, comme pierre baptismale de la science-fiction. Ces œuvres qui s'égrènent au fil du temps nous renseignent autant sur les angoisses que les espérances des époques qui les ont produites. Elles sont les marqueurs temporels qui nous permettent de voir depuis notre temps présent comment ces époques, ces sociétés se sont saisies ou non de ce qui étaient les enjeux de ces temps révolus. L'entrée dans la modernité, en remplaçant le principe magique par les sciences. L'impact de l'industrialisation et l'innovation, sa fille plus ou moins légitime, sur la construction des sociétés humaines modernes. Que l'on soit optimiste ou non, ces œuvres abordent les enjeux sociaux et politiques qui ne seront jamais effacés par les enthousiasmes technocentrés, aussi bien ceux du XIXe siècle que ceux du XXIe. Ces enjeux politiques sont rejoints par ceux climatiques et la prise de conscience de l'impact des activités humaines sur l'écosystème planétaire au cours du XXe siècle, ainsi que les thèmes liés aux émergences et aux nouvelles altérités. Ce corpus d'œuvres peut aussi permettre de porter un regard critique ou tout du moins analytique, sur les événements du présent qui peuvent nous dérouter. En 2016, à tort ou à raison, n'a-t-on pas exhumé aux États-Unis les romans 1984 de George Orwell et La Servante écarlate de Margaret Atwood pour tenter de donner un sens à l'élection de Donald Trump ? De leur côté, des romans ou des films tels que Ravage de René Barjavel de 1943, Je suis une légende de Richard Matheson, 1954, adapté au cinéma par Francis Lawrence en 2007, le film Contagion de Steven Soderbergh 2011 ou World War Z de Mark Foster 2013, n'aurait-il pas quelque chose à dire de la crise sanitaire qui a frappé la planète en 2020 et sa gestion par les gouvernants de tous les pays ? Quelles seront les conséquences de cette pandémie, conséquences sociales, économiques, en termes de confiance et de défiance à l'égard des gouvernants et des sachants ? Que nous disent ces romans sur ces questions ? Le deuxième visage du Janus science-fiction est donc tourné vers le futur. Il interroge toujours et encore les choix et les actions de l'humanité qui construisent l'avenir et bien évidemment leurs conséquences. Action, réaction, cause, conséquence. C'est ainsi que cette science-fiction qui est en train d'être écrite, aujourd'hui, au XXIe siècle,
permet à tout un chacun de s'intéresser à des questions qui parfois sont de l'ordre du signal faible, une émergence à peine perceptible mais qui néanmoins pourrait avoir de grandes conséquences. On peut aussi parler de signe noir, ce que l'on refuse à envisager mais qui néanmoins advient. Le signe noir est un concept philosophique imaginé par Nassim Nicolas Taleb qui fait référence aux signes qui, jusqu'à la toute fin du XVIIe siècle, n'étaient envisagés que blancs, fort de la symbolique qui va avec, jusqu'à ce que, en Australie, des explorateurs découvrent des signes noirs. Ces questions peuvent aussi être de l'ordre de la transgression ou de la confiscation quand une idée est soustraite à la discussion libre et publique. Cette dernière mention fait entre autres référence aux transhumanistes. Avec leurs enthousiasmes et leurs moyens parfois démesurés, ils ont avec eux l'université de la singularité financée par les grands noms de l'industrie de la tech. Longtemps, sur la place publique, ils se sont appropriés les questions éthiques que suscite l'utilisation des technologies sur le corps humain, en prenant unilatéralement l'avènement de l'humain augmenté, coûte que coûte, et en annonçant un but ultime, la mort de la mort. Suscitant le rejet ou l'adhésion, parfois de manière manichéenne, les transhumanistes empêchent surtout la société civile de s'approprier des questions, des interrogations, des doutes et des espoirs qui doivent être débattus aujourd'hui avant que sous peu ils n'adviennent. De leur côté, de manière plus ouverte, les œuvres de science-fiction permettent cette appropriation par la société civile. Le vernis de respectabilité récemment acquis par la science-fiction permet de voir diffuser sur les grands réseaux, chaînes de télé ou services de vidéo à la demande, nombre de films qui étaient encore sous peu confidentiels. On peut citer ici l'excellent Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol, réalisé en 1997 et qui fait des va-et-vient entre services de vidéo à la demande et chaînes de télé. Bien encore Enemy Mine de Wolfgang Petersen, 1985, diffusé sur Arte. Qui, parmi ceux qui ont vu ce film à sa sortie en salle, aurait parié sur sa diffusion dans ce média élitiste s'il en est ? Les services de vidéo à la demande ont parfaitement compris que dans la science-fiction recelait un filon. D'ailleurs, les adaptations des romans et des créations originales s'enchaînent sur ces réseaux. C'est la série The Expanse, adaptée du cycle de romans de James Ace A. Corey, qui, en 6 saisons sur Amazon Prime, raconte l'avenir d'une humanité qui s'est répandue dans le système solaire. Plus récemment, c'est la série de Ridley Scott, Raised by Wolves, sur HBO, qui relate un reboot de l'humanité. À partir de 2021, la série Fondation débarque sur Apple TV. Elle est une très libre adaptation du cycle Fondation d'Isaac Asimov. Au cours de cette même période, et cette fois sur Netflix, il faut aussi citer Don't Look Up de Adam McKay ou le film de George Clooney Minuit dans l'univers, adapté du roman Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. Toujours sur Netflix, on a pu voir en 2023 Le problème à 3 corps, l'adaptation des romans éponymes de Liu Cixin. La liste est sans fin, tout comme les univers spéculatifs. Le cinéma n'est pas en reste. En 2021 et en 2023, Denis Villeneuve nous a offert son interprétation magistrale du Dune de Frank Herbert, roman pourtant réputé inadaptable. James Cameron continue à nous éblouir avec sa saga Avatar. La collapsologie remontre le bout de son nez avec 28 ans plus tard, le 3e volet d'une saga post-apocalyptique débutée en 2002. On l'a dit, la liste est sans fin. Il ne faut cependant pas se laisser duper par cette bienveillance opportuniste des marchés et des médias à l'égard de la science-fiction, ils n'y voient que les millions qui y sont générés. Il faut garder tête froide et bien se rappeler que la science-fiction d'une époque donnée, jugée par certains irrationnelle, peu importe qu'ils aient raison ou non, permet aux femmes et aux hommes de cette même époque de se confronter, à travers une œuvre, et donc sur le mode du divertissement, à des enjeux rationnels, accessibles à plus ou moins long terme, dont irrationnellement, ces mêmes personnes ne veulent pas se saisir, dont ils ne veulent pas entendre parler. C'est ainsi qu'en pleine dystopie désormais endémique, pandémie, crise économique, crise climatique, prise de parole tonitruante des populistes, défiance à l'égard des institutions démocratiques, la science-fiction continue à proposer des œuvres toujours plus étonnantes
Et en ce XXIe siècle désormais bien entamé, ces œuvres se révèlent finalement teintées d'une forme d'optimisme. Et cela même à l'encontre des collapsologues et des rationnels de tout poil. Traçant son sillon comme elle le fit au cours des 2 derniers siècles, la science-fiction se nourrit des espoirs portés par des individus, visibles ou non. Elle s'abreuve à la fraîcheur d'entrepreneurs enthousiastes que l'on parle des domaines sociaux, économiques, territoriaux, environnementaux ou artistiques, et ce partout sur la planète. La science-fiction n'est plus et de loin uniquement européenne ou anglo-saxonne, elle est désormais planétaire. Elle s'appuie sur des générations montantes qui agissent à leur échelle, conscientes des transformations qu'elles doivent accomplir afin de construire un futur durable. Elle s'appuie sur des générations qui ne baissent pas les bras pour elles-mêmes et surtout pour les générations qui viennent. Tout cela alors même que les indicateurs rationnels annoncent de sombres horizons. C'est dans ce contexte complexe et angoissant que des auteurs de science-fiction, des artistes, des plasticiens, des urbanistes, des danseurs, tous à coup sûr sûrement irrationnels, créent un nouveau genre de science-fiction, une réponse presque enthousiaste aux signaux ténus qu'ils perçoivent de par le monde, eux, les sismographes un peu fous de nos mondes modernes. Ce nouveau genre s'appelle le solarpunk. Ce genre demeure encore peu connu. Mais en lui, il a le germe d'espoir irrationnel que tout n'est pas joué, plié, que l'avenir reste à être écrit à l'encre des actions rationnelles ou non des femmes et des hommes de notre temps et des temps qui viennent. Ce nouveau genre de science-fiction rappelle aussi qu'il n'y a pas de valeur morale dans la technologie, mais bien dans l'intention humaine qui préside à son utilisation. Alors, que vous soyez néophyte ou expert en matière de science-fiction, que vous vous sentiez plus à l'aise dans le space opéra, que vous vibriez aux horizons complexes de la hard science ou à ceux plus sombres de la dystopie, que vous trépigniez d'impatience de découvrir le solarpunk ou que tous ces mots et ces soi-disant genres demeurent pour vous charabia, permettez-moi de vous souhaiter un beau voyage en terre de science-fiction, domaine de l'irrationnel rationnel. Et ici s'achève cette petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.